Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Aujourd'hui, je reçois Lisa, danseuse professionnelle depuis plus de 10 ans. Elle a construit un parcours fait de détours et d'opportunités saisies. Du jazz, qui est sa danse de cœur, celle dans laquelle elle se sent la plus libre, au classique en passant par le contemporain et le hip-hop au conservatoire, Lisa développe une danse précise et musicale. Au départ, Lisa ne se destinait pas à la scène, elle s'imaginait transmettre, enseigner, devenir professeure de danse. Mais au fil des rencontres, quelque chose évolue, ce sont d'abord ses professeurs qui l'encouragent, puis un chorégraphe qui la repère et l'amène à passer une audition. Sans donc l'avoir vraiment anticipé, elle se retrouve propulsée dans une carrière de danseuse et pendant 7 ans, elle évolue dans une compagnie de cabaret latino dans le sud de la France, une expérience riche qui forge son identité artistique. Puis à Paris, elle est repérée par Yanis Marshall pour la création de Cabaret Nu au Casino Partouche. Elle venait y chercher de l'exigence, mais là-bas elle fait aussi la rencontre avec une version d'elle-même qu'elle n'avait pas soupçonnée. Dans cet épisode, Lisa revient donc sur son parcours de danseuse, de professeure de danse, mais on parlera aussi de cette quête d'équilibre entre stabilité et passion, mais aussi sur les déclics profonds qu'elle a vécus en tant qu'artiste, mais surtout en tant que femme, notamment donc à travers cette dernière expérience scénique dont elle parlera mieux que moi. Un échange sincère et inspirant sur la danse, sur la transformation et tout ce qu'on découvre de soi quand on ose aller plus loin. Belle écoute! Hello Lisa! Salut Elisa May. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Écoute, avant de commencer avec la première question habituelle, qui est présente-toi, j'avais envie de te faire part de 2 choses que j'ai découvert, que j'ai observé sur les vidéos que tu m'as envoyées, puisque je demande à mes invités de m'envoyer des vidéos en vue de la promotion du podcast. Et les 2 choses qui me sont venues à l'esprit quand j'ai vu ces vidéos, c'est cette expressivité que tu dégages avec ton visage, et aussi ce côté, ça rejoint la première, mais c'est quand même différent, mais ce côté mystérieux qu'il y a dans ce visage. Et du coup, je me demandais si tu en avais conscience, et si peut-être il y avait des expériences particulières de scène qui t'avaient permis justement de travailler et de développer cette expressivité. Merci beaucoup déjà pour ce compliment. Je pense que c'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps et avec les expériences. C'est vrai qu'on m'a déjà fait des compliments là-dessus, mais à mon avis c'est vraiment à force de monter sur scène, de prendre confiance en ma manière de danser, ma manière de ressentir, de m'exprimer sur scène et de me découvrir aussi, parce qu'en fait c'est vraiment un périple où petit à petit on se découvre de plus en plus. Je pense que ça vient vraiment progressivement et que c'est des choses qui, avec la maturité, avec l'âge, évoluent énormément en fait. Je pense que et d'ailleurs, j'ai vu déjà des vidéos de moi où quand j'ai commencé, même le premier chorégraphe avec qui j'ai travaillé m'a déjà remontré les images de l'audition. C'est très dur. C'est très dur de se voir comme ça parce que tu te dis, je sais pas qu'est-ce qu'il a vu en moi. Le potentiel. Ouais. Et pourtant, je l'en remercie parce que vraiment, aujourd'hui, je sais qu'il fallait que je passe par là, que je vive ces expériences et que je me suis sentie, je sais que j'étais faite pour ça. Mais c'est vrai que sur le coup, quand je me revois, je me trouve vraiment très timide, très très à côté en fait de ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être prise à ce type d'audition, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient progressivement. Et étonnamment, cette vidéo, je ne l'ai pas reçue. Non, mais cette vidéo, je pense qu'il y a très peu de monde qui sera à même de la voir. J'aimerais bien que lui les fasse, mais je sais qu'il le fera pas. Ah, donc elle se trouve sur Internet ? Non, elle se trouve pas sur Internet. Ah. Elle se trouve dans ses archives à lui.
Ok, génial. Eh ben, écoute, première question du podcast. Je te laisse te présenter de la manière que tu souhaites, nous dire quelques mots sur qui est Lisa. Eh ben, je suis danseuse professionnelle et professeure de danse. Du coup, je suis devenue professionnelle il y a un peu plus de 10 ans. Et après, au moment du Covid, j'ai vraiment fait une grosse reconversion. J'ai changé beaucoup de choses, personnellement et professionnellement. J'ai eu envie de plus de sécurité, plus de stabilité. C'est pour ça que je suis revenue vers l'enseignement. Et aujourd'hui, j'essaie de trouver un petit peu l'équilibre entre les deux, le challenge professionnel et aussi la stabilité et tous les bons côtés que peuvent m'apporter l'enseignement. J'ai quand même envie d'être nourrie un petit peu plus sur d'autres projets, donc je suis en train d'essayer de trouver cet équilibre-là entre les deux. L'enseignement, c'était quelque chose qui te plaisait dès le départ? Enfin, tu savais que tu serais dans l'enseignement à un moment donné de ton parcours, ou c'est venu vraiment progressivement avec les questions que tu t'es posées au fur et à mesure de ton expérience de scène? En fait, pour être honnête, j'ai commencé par vouloir enseigner. Je pensais pas que je pouvais faire autre chose que ça. Ça m'était même pas venu à l'esprit, en fait. J'ai cherché, en fait, après mon bac, j'ai voulu faire une expérience d'abord globale, un petit peu un diplôme post-bac, un peu plus large. Donc j'ai passé une licence en communication. Ah, ouais. Ok. Et après ça, après cette licence, j'avais validé ça en termes de sécurité pour me dire, voilà, je commençais à m'ouvrir un petit peu des possibilités professionnelles. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que t'as envie de faire? Et vraiment, il y avait que la danse qui m'appelait, quoi. J'étais attirée majoritairement par ça. J'aimais aussi beaucoup l'anglais, mais pas assez pour en faire autre chose. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller passer mon diplôme d'État et je vais enseigner. Et j'avais des profs qui me disaient, mais il faut que tu danses, il faut que tu passes des auditions. Et j'avais pas confiance en ça, j'avais pas l'impression que j'avais l'envie en tout cas, j'avais pas assez confiance en moi pour aller là-dedans. Donc je me suis d'abord tournée vers ça, j'ai passé mon diplôme d'État pour enseigner. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est fait spontanément. C'est que je me suis fait repérer par un chorégraphe pendant que je prenais des cours avec un de mes profs. Et c'est lui qui m'a invité à venir passer son audition. Et du coup, de là, j'ai mis en pause vraiment l'enseignement. Je me suis vraiment tournée vers la carrière de danseuse pendant un moment, et c'est après que j'y suis revenue, après m'être nourrie de pas mal d'expériences. Ok. T'as dit deux choses que j'ai notées là. Tu m'as vu noter des petites choses. T'as parlé de confiance et d'envie. Ouais. Pourtant, ce sont deux choses qui sont différentes. Est-ce que tu as l'impression que, et de ce que tu m'avais dit un peu en off, est-ce que parce que du fait du manque de confiance en toi, tu ne te projetais même pas, donc tu ne te posais même pas la question finalement de est-ce que tu as envie ou pas? En fait, je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment lié à la confiance en moi. Je pense que c'était plus une vision globale que j'avais en me disant, mais il y a tellement de danseurs qui sont tellement talentueux, et il y a tellement peu de travail par rapport au nombre de danseurs qu'il y a, que je me suis pas posé la question, mais j'ai pas l'impression que c'était un truc personnel de toi t'es pas capable. C'est juste que je l'ai pas envisagé, en fait, tu vois. J'étais vraiment dans ce truc, bon bah qu'est-ce que je fais? J'ai toujours aimé la danse. Je me verrais bien enseigner, je pense que je suis capable de faire ça. Je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le partage, dans le rapport humain aussi, donc je me suis tout de suite vue dans ce rapport de transmission là, et j'ai peut-être pas réalisé à ce moment-là de ma vie que j'allais avoir besoin de ces expériences pour transmettre des choses à mes élèves aussi. Et pour le coup, j'avais un prof qui me l'avait dit. Il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas transmettre? Il m'avait dit, tu vas enseigner 3 ans, 4 ans, et après tu vas être vidé, en fait, t'auras plus rien. Il faut que tu te nourrisses toi d'abord. Et je me disais, mais non, mais il se rend pas compte. Moi, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de faire ça. Mais je pense que j'osais pas voir plus, en fait. Mais plutôt que vraiment quelque chose en termes de confiance, je pense que c'est juste, c'était pas là, en fait. Je le voyais pas. Je l'envisageais pas comme une possibilité. Je me suis pas posé la question et je me suis dit non, t'es pas capable. Je l'ai pas envisagé, en fait. Avant qu'on me le propose directement et qu'on me voit là-dedans, je l'ai pas envisagé toute seule. Et t'as eu des modèles justement de professeurs où tu t'es dit j'ai envie d'être comme ce prof plus tard? Le fait d'avoir cette envie d'enseigner, est-ce qu'elle vient justement d'un modèle ou pas? Pas spécialement, c'est plutôt, je pense, tous les enseignants que j'ai eus qui me donnaient envie, en fait, quand je voyais leur job et que je me voyais moi en tant qu'élève, je voyais le plaisir que je prenais et que je regardais un petit peu comment ça se passait, comment ils préparaient les spectacles, comment ils arrivaient avec leur nouvelle chorégraphie. Je me disais, c'est un truc dans lequel je me verrais vraiment
m'épanouir, quoi. C'est vraiment chaque personne que j'ai eue en tant que prof qui m'a inspirée un petit peu différemment, tu vois. Ouais. T'en as eu beaucoup, des profs? Quand même, parce que j'ai été dans des écoles amateurs au début. Ensuite, j'ai voulu changer un petit peu d'horizon, donc j'ai été avec un nouveau prof en amateur. Ensuite, je suis rentrée au conservatoire. Après, je suis rentrée en formation professionnelle. En dehors de la formation professionnelle, je prenais des stages, des cours différents avec différents profs. Donc, finalement, quand même, ouais, j'ai eu pas mal de points de vue différents. Ouais. Et ça nourrit, je pense, d'avoir pas mal de professeurs. Ouais. Et j'aimerais rebondir sur un point que tu as dit juste avant, c'est le fameux professeur qui te disait nourris-toi d'expériences scéniques pour pouvoir transmettre à tes élèves ensuite. Tu lui dis quoi maintenant à ce professeur? Il a raison ou il a pas raison? Je le remercie parce que je pense que c'était de la provoque en fait. C'était un peu ce truc de tu te rends pas. Il a voulu me faire réaliser qu'il fallait que je passe par une autre expérience, et moi à ce moment-là j'étais encore trop bloquée sur l'enseignement. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai encore beaucoup de contacts avec lui, on s'appelle régulièrement, je le tiens au courant de chacune des expériences que j'ai eues professionnelles, et j'ai vraiment cette relation avec lui où on entretient ça, et aujourd'hui je comprends des choses qu'il m'a dites vraiment il y a 10 ans. Et il y a 10 ans je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte, je comprends pas. Et là, dans la relation que tu as avec lui, est-ce que c'est une relation de professionnel à professionnel aujourd'hui, ou est-ce que t'as l'impression que c'est un peu ton mentor? C'est les deux. Ouais. C'est forcément, il a été un mentor pour moi, mais aujourd'hui, il y a quand même ces échanges où je me sens pas inférieure. Exactement. C'est vraiment plus des conversations et des moments de partage, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été un mentor pour moi. Et c'est bien. Je trouve que c'est important même d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier, à qui on peut aussi partager tout ce qui se passe dans une vie artistique. Complètement. T'as beaucoup dansé, t'as beaucoup fait de classiques. J'en ai fait, mais je dirais pas beaucoup par rapport à ce qu'un danseur professionnel devrait faire. mais genre combien d'années? J'en ai fait quand même une bonne dizaine d'années, je pense. Ah oui. Ouais. Et quand tu as fait ta formation professionnelle, pour toi la formation professionnelle c'est le DE ou c'est deux choses distinctes? C'est le DE, ouais. C'est le DE parce que tout ce qui est avant conservatoire et tout ça, c'est quand même, on est quand même en tant qu'amateur, même si on va pousser plus loin que dans une école de pur loisir, c'est quand même considéré comme enfin, je veux dire, c'est pas professionnel. Ouais, bien sûr. Je le considère vraiment. En fait, c'est une audition d'entrée. Pour le diplôme d'État, il a fallu passer d'abord l'examen d'aptitude technique. Ça, c'est déjà un examen en soi. Et après, ça te donne une clé d'entrée pour le diplôme d'État. Et après, tu fais encore des auditions pour être pris dans les écoles. Oui. Donc oui, je le considère vraiment. Je parle vraiment du DE. Et est-ce que c'est ce DE... Enfin, tu as été à Rosella Hightower? Ouais. C'est pour le DE? Oui. Tu as été là-bas? Okay. C'était la deuxième année. En fait, j'ai fait la première année chez Off Jazz à Nice. Et c'est là que j'ai rencontré mon mentor d'ailleurs. Et c'est là que... C'est en voyant un de ses cours que j'ai choisi l'école. J'ai vu un cours avec lui et je me suis dit c'est dans ce centre-là que je vais aller parce que j'ai envie de travailler avec cette personne. Et ce cours-là, il avait été fait dans cette école ou il venait faire un stage ailleurs? Non, il était intervenant dans cette école en fait. Il donne des stages aussi partout. Et il était intervenant dans cette école tout le temps, donc j'avais vraiment trop envie de travailler avec lui. C'était vraiment des cours de jazz il faisait de la musique, il faisait des percussions dans ses cours. Enfin, quand je le voyais enseigner, j'avais trop envie de prendre ses cours. Et c'est la deuxième année que j'ai été chez Rosella Hightower, et c'était par défaut. Mais je suis vraiment contente que ça soit passé comme ça parce que ça m'a ouvert un tout nouveau point de vue. Et en fait, quand on pense au timing, c'était juste incroyable parce qu'en fait, il y a eu un problème avec une reconnaissance de l'État dans l'école dans laquelle j'étais. Donc, j'ai dû changer d'école parce qu'on a dû passer nos examens ailleurs alors qu'on devait passer nos examens dans l'école. Et du coup, j'ai découvert l'autre point de vue. Et puis, je me suis dit, je vais pas faire la fin de mon diplôme là parce que du coup, il y avait eu un problème, il fallait que je change. Et du coup, je me suis dit dans quelle école j'ai envie d'aller. Cette école-là, elle est prestigieuse et je me suis dit finalement d'avoir un diplôme, dans une école comme ça peut être un avantage pour moi. Oui. Et je me suis dit, j'ai toujours envie de prendre des cours avec Angelo, du coup. Donc, où est-ce que je vais pouvoir aller? Parce qu'il donne des cours aussi à Biot.
c'était des cours loisirs que je prenais du coup en dehors de ma formation professionnelle, tu vois. D'accord, ouais. Et en fait, c'est dans ces cours-là que j'ai été repérée plus tard par le chorégraphe pour qui j'ai travaillé. Donc c'est vraiment ça, C'est une suite logique, c'est rigolo. impressionnant. Ouais. Avec le recul, quand je revois le film, je me dis fallait juste être confiante, Ouais. tout laisser faire et tout va bien se passer en fait. Exactement. Ah ouais, de ouf. De ouf. Et est-ce que c'est la première fois que tu faisais du jazz quand t'as découvert justement ce prof ou... Non, j'ai commencé par le jazz en fait, T'as non, commencé par justement. le jazz. J'ai commencé, après tu commences par l'éveil, l'initiation, donc t'es un peu dans quelque chose de global. Et derrière, j'adorais le jazz. Donc c'était du modern jazz, mais c'est quand même le plus proche, c'est le jazz. Et j'ai travaillé ça pendant des années. Après, j'ai commencé classique un petit peu plus tard parce que j'étais tellement animée par la danse que mes parents, ils ont vu que j'avais envie d'en faire quelque chose et ils m'ont énormément soutenue avec ça. Donc ils ont mis aussi les choses en place pour que je puisse progresser correct dans la bonne lignée, quoi. Donc j'ai commencé ensuite le classique un petit peu plus tard. J'ai toujours continué le jazz. Et ensuite, quand je suis rentrée au conservatoire, j'ai démarré le contemporain. J'ai même démarré le hip-hop au conservatoire. Et ensuite, j'ai continué contemporain, classique et jazz pendant un moment. Donc ta danse de cœur, c'est le jazz. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans le jazz ? La musicalité, surtout, je dirais. La précision et la liberté qu'on a en fait dans cette forme de danse, que j'avais du mal avec la codification du classique. J'étais beaucoup plus à l'aise dans le jazz. Bon, il y a aussi des codes. Il y a aussi des codes, mais je trouve qu'il y a une plus grande possibilité d'expression à travers le mouvement quand même. Tu vois, t'as des directives, mais on te laisse quand même plus interpréter, je trouve, que dans d'autres styles. En tout cas, moi, je me ressentais plus à l'aise dedans. Ouais. Et ben, tu vois, quand on voit tes vidéos, moi, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est la danse classique. Et ben non, je me suis plantée. Je pense que c'est parce que on me dit souvent que j'ai des lignes. Ouais. Des lignes de jambes. Et je pense que ça, c'est des choses qui ont été forcément développées par le classique. Ouais. En travaillant le classique, j'ai pu arriver à trouver des lignes comme ça. On m'a souvent dit qu'on avait l'impression que j'étais danseuse classique. Bien sûr que le classique, ça fait partie de mon parcours, mais je ne peux pas me considérer comme une danseuse classique. Pour moi, j'ai pas une technique avancée en classique, tu vois. Je suis passée par le classique, ça m'a nourri, ça m'a formée, mais c'est pas... j'ai pas assez approfondi pour être vraiment... j'aurais pas pu être danseuse classique. Ok. Mais on m'a souvent dit ça. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment les lignes qui donnent cette impression. Et aussi, en fait, c'est que à travers le travail du cabaret, plus tard, en fait, les chorégraphes avec lesquels j'ai travaillé, ils étaient aussi exigeants à ce niveau-là, parce qu'en fait, on a besoin de ces lignes, on a besoin de ces postures, et du coup, ça vient peut-être se rassembler là-dedans. Et justement, il a fallu, maintenant que tu me le dis, il a fallu que je sorte du jazz. Je me souviens que les chorégraphes pour qui j'avais travaillé au début me disaient t'es trop dans le sol, mais quand on dit plier, mais pas autant plier, tu vois, mais soigne tes positions, mais tends vraiment tes jambes. Donc je pense qu'il a fallu que je sorte de cette étiquette un peu jazz que j'avais et de ce schéma-là, et que je retrouve un petit peu cet allongement du classique. Donc ça a été, je pense que c'est le cabaret qui te donne cette impression aussi. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans le cabaret ? C'est à partir de quand en fait que tu t'es intéressée à ce style-là ? Mais en fait, c'est ce que je te disais en off, c'est vraiment venu à moi sans même que je puisse... En fait, pour moi, le cabaret, je le connaissais pas. Okay. Et je le mettais même dans une catégorie vraiment... C'était plein de stéréotypes pour moi. C'était un petit peu... voilà, les filles qui arrivent pas à danser en classique, elles vont peut-être faire du cabaret, tu vois. Mais toi, tu n'étais pas dans le classique. Non, mais moi, je le visualisais. Le cabaret, pour moi, c'était ça. J'avais aucune idée de ce milieu-là, je le connaissais pas. Et en fait, je te dis, c'est quand c'est venu à moi et que voilà, j'ai été repérée dans un cours et que le chorégraphe est venu me voir et m'a dit voilà, j'organise une audition avec ma compagnie, on a envie que tu participes. Quand j'ai découvert le jour de l'audition, je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée vraiment. Je me suis dit mais dans quoi je vais me mettre. Et en fait là, c'était du cabaret latino, donc c'était aussi je pense un petit peu différent. Et je pense que c'est ça qui m'a autant plu, c'est que j'ai tout de suite vu le côté chaleureux, le côté festif. Il y avait quelque chose de très, tu vois, que je retrouvais beaucoup dans le jazz, ce côté
mobilité de la colonne, ce côté ondulation, tout ça. Et ça m'a énormément plu. Et en fait, dès que j'ai commencé, je me suis dit, mais j'adore, j'ai envie de faire ça. Dès le premier jour, dès l'audition, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Mais du coup, si c'est cabaret latino, l'audition, elle ressemblait à quoi en fait ? C'était un mélange de latino et de cabaret ou enfin comment ça se En fait, c'était une compagnie qui faisait parce qu'elle existe toujours, c'est une compagnie qui fait du cabaret latino mais qui fait aussi du cabaret moderne et en fait qui rassemble plein de styles de danse. Donc c'est juste que eux, ils sont originaires d'Amérique latine. Les deux chorégraphes de la compagnie, c'est le chorégraphe et sa femme. Donc du coup, ils viennent amener cette influence là dans leur travail. Mais il y a aussi le cabaret vraiment traditionnel, tu vois. Il y a du French Cancan, il y a tout ça. Okay. Et en fait, eux, ils cherchaient des danseuses. Je pense qu'ils ont voulu montrer un petit peu le spectre qu'il y avait dans la compagnie. Donc, ils nous ont fait, il me semble qu'à l'audition, c'était... Je veux dire, il faudrait que je revoie les images pour me souvenir bien. Mais je pense que c'était un cha-cha à l'audition. Je pense qu'il y a eu une autre choré qui était vraiment moderne pour vraiment montrer un petit peu les différents styles qu'on allait travailler. Et je pense qu'il y avait 3 chorés et la 3e, j'arrivais plus à me souvenir. C'était peut-être un truc un peu plus sensuel. Et tout ça, tu connaissais pas ? Le cha-cha, t'avais jamais fait ? Non, j'avais jamais fait. Moi, je connaissais le cha-cha, je veux dire, télé, bah oui. Et encore. Pas encore Danse avec les stars. Exactement. Je pense qu'il y avait déjà, si, non ? Je sais pas. Arrête, ça ne rajeunit pas, là, ce que tu dis. Danse avec les stars, ça fait 15 ans. Attends, je crois. Non. Je vais regarder en même temps. Oh, t'imagines ? Non. Danse avec les stars. Je pense que ça fait plus de... Regarde, c'est leur 14e saison. Bah, c'est ce que j'allais dire, je crois 14e ou 15e. 2011 ? Ouais, donc ça existait. Non, en fait, je pense que je connaissais de nom parce que c'est quand même des rythmes qui reviennent. Donc, tu vois, c'est des trucs on peut entendre une musique, on peut entendre que ça va être le rythme cha-cha, tout ça, mais j'avais pas idée du type de danse, exactement à quoi ça ressemblait. Je le voyais comme quelque chose de... chaleureux, je le voyais comme quelque chose de joyeux, mais en effet, j'avais pas la technique. À l'époque, j'étais pas capable de différencier un cha-cha d'une samba, d'un merengue. Je savais pas, tu vois, les différences. Mais tout de suite, ça m'a plu, ça m'a appelé, et je me suis dit, je me vois faire ça. Après, je pense que eux, faudrait que j'en rediscute avec eux, mais je pense que eux, ils attendaient pas de voir les danseuses qui allaient réussir tout de suite, entre guillemets, la technique qu'ils allaient transmettre. Je pense que quand tu fais une audition, moi, si aujourd'hui je faisais une audition en tant que chorégraphe, je chercherais, t'arrives à voir, en fait. Quand tu vois un danseur, même s'il est pas tout de suite capable de réussir ce que tu transmets dans la technique et tout ça, t'arrives à voir, lui ou elle, il va avoir quelque chose, et ça, on va travailler ensemble, je vais lui apprendre. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'était vraiment ils m'ont vraiment tout appris, hein. Tous les codes du cabaret et tout, je connaissais zéro. Donc je pense que c'était vraiment juste de voir des profils. Ils cherchaient peut-être des corps un petit peu avec des formes, des visages qui leur parlaient, des expressivités, tu vois, pour faire référence à ce que tu m'as dit au début. Je pense que c'était un petit peu ça. Et derrière, bah, il s'en est découlé des années de transmission, de partage, de collaboration. Et c'est vraiment très très enrichissant. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre des expériences comme ça. Mais je pense, et c'est ce que tu disais, c'est que aussi je pense qu'ils cherchaient à avoir des danseurs avec une solide base, des lignes, et que ce soit le classique ou finalement le jazz. On dit souvent, tu sais, moi j'ai souvent entendu en tout cas, la danse classique de toute manière, c'est ta base, et à partir de cette base, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais en fait, le jazz, je pense que c'est aussi valable, parce qu'il y a aussi ces lignes, donc je pense que finalement, classique ou jazz, ça t'apporte une solide base, et les chorégraphes, effectivement, ils regardent ça. Finalement, comme tu dis, après ils t'apprennent, ils savent que tu vas apprendre vite et que la technique, finalement, c'est de la technique, donc ça s'apprend en fait. De toute façon, et le corps, il est déjà, exactement. Les fondations du corps sont déjà posées. En fait, de toute façon, dans la danse jazz, on retrouve des codes de la danse classique. On a les positions, la première, la seconde. Donc en fait, c'est des choses effectivement qui sont liées. Je pense qu'il faudra toujours, quand je dis il faudra, je conseillerais toujours à quelqu'un de passer par le classique s'il veut se professionnaliser. Mais c'est sûr qu'avec le jazz, on apprend ces codes-là et on apprend aussi cette technique. C'est clair. Avant de parler d'une expérience significative qui est celle de Yanis Marshall, je voulais revenir sur un point. On en a un petit peu parlé au début du podcast, mais rapidement, et c'est quelque chose que tu m'avais dit en off. C'était la phrase suivante. Je pense qu'au fond de moi, je rêvais d'être danseuse depuis toujours, mais je n'avais jamais eu assez confiance en moi pour oser. D'où viennent, tu penses, ces pensées limitantes ?
On parlait de professeurs, est-ce que ce sont des professeurs qui t'ont mis en tête des choses ou ces barrières-là? Non, je pense que c'est plus facile, en fait, de penser ça. Je pense que c'est plus facile de se limiter et de dire je l'envisage même pas, que de réellement se confronter, d'aller chercher les auditions, d'y aller, de se présenter, de supporter tout ce que ça englobe, parce que c'est quand même assez challenge, faut le dire. Je pense que c'est plus facile de se dire je l'envisage même pas et de possiblement faire croire qu'on est ok avec ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plutôt que de vraiment aller se confronter et de se dire allez, j'y vais, et si ça marche tant mieux, et si ça marche pas, j'aurai pas de regrets. Ça demande quand même je pense du courage d'aller faire ça. Ouais. Et c'est dur. Franchement, je pense que c'est difficile parce que déjà, il faut changer de région, il faut aller sur Paris, il faut... Tu sais, il y a combien de temps, ça, quand tu t'es dit ça? Pour Yanis t'avais quel âge? ou pour... Non, pour le début, ça? Ouais. Moi, je suis allée passer mon DE... alors attends, tu me replonges dans un truc. DE, tu m'avais dit 2014? Ouais, je pense que c'est en 2014 que je vais passer mon DE dans le sud de la France. Et du coup, je rentre dans la compagnie en 2015. La compagnie de qui, du coup? Corps et Danse, la compagnie Corps et Danse, la compagnie de cabaret latino. Et qui est dirigée, tout à l'heure, tu as parlé d'une femme et d'un homme. Ouais. C'est qui? C'est Carlos Cruz et Dialma Thomas. Ok. Donc c'est vraiment les deux dirigeants de la compagnie. Et ça, c'était en 2015 et c'était vraiment au milieu de mon DE, en fait. D'accord. Donc toutes ces réflexions-là, c'était à ce moment-là. Mais comme je te dis, je les ai pas eues, ces réflexions, au début. Parce qu'en fait, c'est venu à moi. Oui. Il est venu me chercher dans le cours en me disant, j'aimerais que tu passes l'audition. Mais ces pensées limitantes, ces croyances limitantes. J'avais même pas conscience que je les avais, en fait. Ah, dans ma tête, j'étais déterminée à enseigner. Ok, ouais, je comprends. Tu vois, c'est plutôt après que je me suis vraiment confrontée, et c'est même après l'expérience que j'ai eue avec la compagnie. J'ai eu plein, je pense qu'on reviendra dessus après, j'ai eu plein d'expériences différentes, j'ai pas dansé dans une seule compagnie, mais c'est après toutes ces expériences-là que j'ai eu un vrai changement de vie. Je me suis dit, bon, je change tout, je change de région, je change de travail, j'avais envie de tout changer, et c'est là que je me suis dit, ok, je vais vers de la sécurité, je vais vers l'enseignement, je vais me renourrir de la transmission, tout ça, ce que j'avais vraiment prévu pour moi initialement, en fait. Et derrière ça, je me suis dit, quand même, j'ai encore envie de plus. Je vais aller me confronter à plus, et je vais aller chercher à faire des auditions sur Paris pour voir ce que ça donne, en fait. Et pour ne pas avoir de regrets. C'est beau comme cheminement de réflexion. C'est... Parce que je trouve que c'est sage aussi, tu vois, de ta part, de te dire, je pense à ma sécurité aussi, sécurité financière, sécurité aussi de plein d'autres choses, pas que financière. Mais je trouve, enfin, je sais pas si c'est quelque chose de vrai ce que je vais dire, mais est-ce que les danseurs, souvent, c'est la danse, c'est ma passion, je veux danser, peu importe en fait pas les sacrifices, mais peu importe ce qui va se passer en termes de sécurité financière, etc. Et ouais, je trouve ça sage de se dire non mais attends, ma vie c'est ça, je veux la construire de telle manière, l'enseignement c'est quelque chose qui peut me poser et qui peut m'apporter beaucoup humainement, etc. Donc c'est pas, je me demande si beaucoup ont ce genre de réflexion, tu vois. Je pense que c'est lié à pas mal de choses. Je pense que c'est lié à déjà l'éducation, aussi le parcours, que ce soit perso ou pro. Je pense que suivant les expériences que t'as, ça te fait réaliser certaines choses, tu vois, et une chose en amène une autre. Et en fait, moi, je me suis vraiment retrouvée... Il y a aussi eu ce truc du Covid, et je pense que le Covid, on peut en discuter. Pour beaucoup de personnes, ça a provoqué des changements assez radicaux, tu vois. Et en fait, au moment où tout s'est arrêté, et tu te poses vraiment ces questions de, bon, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire le bon travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis au bon endroit, même en termes de géolocalisation? Enfin, c'est tout un questionnement qui est venu à ce moment-là. Et en fait, j'ai jamais voulu arrêter les expériences que j'ai eues avec les chorégraphes, etc. Mais j'ai eu plus besoin de changer d'environnement. Et donc, j'avais envie de revenir sur Annecy, de revenir voir mes amis, d'être près de mes proches. Et ça a déclenché tout ce questionnement et tout ce cheminement. Je pense que en effet, c'est
les danseurs, ils ont souvent ce truc de se dire, en effet, comme tu dis, coûte que coûte. Enfin, Ouais. j'ai pas envie de parler au nom des autres, Non, mais c'est un peu je pense qu'il y a un petit peu ouais. ce truc de peu importe les conditions, la danse. Ouais. Et en fait, moi, j'étais arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, j'aime la danse, j'ai envie qu'elle fasse partie de ma vie, mais j'ai aussi envie d'autre chose. J'avais envie de construire sur le plan personnel aussi, et pour arriver à ça, j'avais besoin de plus de sécurité, de plus de stabilité financière et aussi dans le planning, tu vois. Ouais. Et du coup, juste avant le Covid, toi, tu faisais quoi? J'étais danseuse, intermittente du spectacle. Intermittente du spectacle, donc dans le sud de la Ouais, France. je vivais uniquement de ça en fait. Je faisais des cachets. J'avais plusieurs expériences dans différentes compagnies. J'étais majoritairement avec la compagnie Corps et Danse que j'étais. Ah, donc t'es restée combien de temps dans cette compagnie? Très longtemps. Ouais, je suis restée 6 ans, je crois. Oui. Ouais. J'étais en train de faire mes calculs. À 6 ou c'était à 7. peu près, Je suis partie en 2022, donc à 7 ans. Et le Covid, c'était... Le Covid, c'était 2020. Ah oui. Ouais. Ah, donc t'es retournée Ah ouais, je suis restée. Après. En fait, j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours avec Annecy. Et je faisais tous les allers-retours en voiture. Ah oui. Je commençais à devoir gérer la fatigue parce que c'était beaucoup de déplacements. Il y avait les vols qui allaient pas... En fait, les horaires d'avion, ça convenait pas. Donc du coup, je faisais tout en voiture. Et je commençais à faire des remplacements en Suisse aussi, dans l'enseignement. Et du coup, j'ai eu un petit peu cette double casquette pendant un petit moment. Et en fait, j'aimais tellement ça. La scène, j'étais tellement... c'était très difficile pour moi de couper avec la compagnie avec laquelle j'étais parce que j'ai beaucoup d'attaches sentimentalement aussi. C'est avec eux que j'ai démarré. Bah oui. Et les autres, j'ai eu plein d'autres expériences que j'ai adorées, mais j'avais pas cette attache-là sentimentale et c'était plus difficile pour moi de couper parce que j'avais l'impression que j'étais, tu vois, aussi quand tu deviens un petit peu le produit, quoi. J'étais un petit peu façonnée. Ça y est, ils m'avaient formée. J'avais eu la maturité de comprendre et je commençais vraiment à, du coup, être un petit peu le produit attendu, je pense. Et c'est à ce moment-là que finalement, le timing fait que ça coïncide plus et tu vas devoir changer, en fait. Et c'est une décision qui est difficile à prendre. Franchement, c'est une vraie séparation. C'est comme une séparation, perso, quoi, tu vois. Bah, c'est mature, encore une fois, et c'est sage de s'arrêter aussi au bon moment. Ça me fait penser un petit peu, Isoline, que tu connais très bien, qui disait après 8-9 ans au Crazy Horse, elle décide, en fait, elle sait que c'est maintenant qu'il faut qu'elle s'arrête. Et je trouve vraiment que c'est une maturité. C'est exactement ça. C'est le moment, en fait. C'est Parce que comme tu ça. dis, tu t'es totalement attaché à cette famille, en fait, cette famille de la danse qui t'a appris beaucoup de choses. Donc ouais, c'est pas facile comme décision, j'imagine. Ouais. Ça demande aussi un peu de courage et c'est aussi, en fait, faut oser et se dire, c'est comme tout, tu vois, tu sais ce que tu quittes et tu sais pas ce que tu vas laisser derrière. C'est la phrase que j'allais sortir, et tu ne sais pas ce qui t'attend pour le Exactement. futur. Et donc, très sincèrement, en l'avenir. Je pensais qu'il m'attendait plus rien, en tout cas en termes de danse en tant que danseuse. J'étais presque prête à renoncer à toute autre expérience à ce moment-là. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, c'était écrit, quoi. Totalement. Bah, du coup, ça permet de parler de la dernière expérience scénique que tu as eue, donc avec Yanis Marshall pour Cabaret Nu. Tu avais déjà pris cours avec lui avant d'être dans la compagnie? Ouais, plein de stages, plein de cours. Ouais. Donc tu aimais son style? Je rêvais de travailler pour lui. J'étais vraiment... je me disais, si tu t'oses dans tes rêves les plus fous, de quoi t'aurais envie? Et c'était travailler pour Yanis Marshall. Ouais. Et tu faisais déjà du heels, parce que du coup la compagnie d'avant, Cabaret Latino, c'était pas du heels. Non, mais il y en avait quand même un petit peu, comme je te dis, vu qu'il y avait cet aspect moderne et c'était une compagnie qui se renouvelle beaucoup, où ils amènent sans cesse des nouvelles choses, des nouveaux tableaux, ils changent beaucoup de spectacles. Donc ils étaient vraiment dans cette ère-là d'amener des touches de modernité, donc c'est vrai qu'on travaillait ça. Puis en fait, le cabaret, c'est de la danse en talons. Donc même si t'es dans quelque chose de plus traditionnel, t'apprends déjà à gérer les talons, ce qui est pas non plus anodin. Et derrière, c'était le moment où en effet le heels, il a commencé à vraiment émerger. Et en fait, justement, c'est au moment du Covid, je suis en train d'y repenser, que j'ai fait le premier intensif avec Yanis Marshall dans le sud de la France. Et c'était donc sur une semaine, et j'avais l'impression que
que je découvrais vraiment. C'était vraiment tellement différent du cabaret et de ce que et j'étais vraiment, je me disais, mais je suis danseuse de cabaret professionnelle. Et là, j'ai l'impression que je sais pas mettre un pied devant l'autre, quoi. C'était vraiment très, très différent. Mais j'adorais et j'avais envie de plus de stages, plus de cours. Donc vraiment, dès que je pouvais, j'allais faire des stages avec lui. J'allais chercher vraiment la moindre expérience que je pouvais prendre avec lui, j'y allais. Et il me semble, et c'est quelque chose que j'ai lu dans le livre que j'ai ici, qui s'appelle « Tous danseurs » de Dorothée de Cavissol, qui a donc aussi un podcast, je t'invite à l'écouter si tu ne le connais pas, beaucoup plus axé danse classique, danse contemporaine, mais je crois qu'elle s'ouvre à beaucoup de choses aujourd'hui. Mais elle en a fait un livre à partir de certains épisodes qu'elle a fait. Et j'étais persuadée en préparant notre épisode qu'il y avait quelque chose sur Yanis Marshall. Et effectivement, il y a une page sur Yanis Marshall. Et j'ai appris qu'il avait fait ses études aussi chez Rosella Hightower. Ouais. Il est du Sud, enfin il est. Il est de, si je dis pas de bêtises, de Valoris, je crois. Okay. En tout cas, il a été formé à Cannes chez Rosella, ouais. Ok. Et du coup, ça a été quoi cette expérience? Raconte-nous comment tu te retrouves à passer déjà l'audition et ensuite l'expérience dans cette compagnie. Du coup, c'était le moment où je commençais vraiment à me former en heels et notamment auprès de lui. Donc, comme je te disais, j'essayais de prendre vraiment un maximum de stages, un maximum de cours. J'essayais aussi de m'ouvrir à d'autres profs pour avoir vraiment d'autres points de vue. J'ai commencé aussi à enseigner. Donc j'étais vraiment là-dedans dans ce process de vraiment découvrir tout cet univers-là qui était quand même proche du cabaret et à la fois très loin parce que il y a quand même énormément de différences. Et il y a cet avis d'audition qui sort. Et en fait, si on me disait quel est ton rêve, c'est vraiment de mélanger Yanis Marshall et le cabaret, qui est vraiment une expérience que j'ai déjà approfondie ces dernières années. Et là, il y a un avis d'audition qui sort, et c'est Yanis Marshall qui va chorégraphier un cabaret. Donc là, je me dis c'est maintenant, il faut y aller. Et j'y vais en me disant que en fait, je sais que ça va être difficile, mais encore une fois, je ne veux rien regretter. Et je me dis que si ça doit se faire, ça se fera. En tout cas, je pense avoir potentiellement le profil pour ce type de contrat. Carrément. C'était la première fois, du coup, qu'il faisait un cabaret? Qui chorégraphiait un cabaret. Alors, il a chorégraphié un show à Las Vegas. Il a chorégraphié le Cirque du Soleil, Zumanity. Donc, je pense que c'est un show qui mêle un petit peu de ça. Mais là, que c'était vraiment un cabaret de A à Z. Oui, c'était assez nouveau comme projet pour lui, je crois. Et comment tu différencies cabaret et heels? C'est vraiment pas une question facile, mais je vais répondre pour moi du coup. Je pense que le heels et le cabaret, ils sont très proches sur certains points, mais le heels, il va vraiment venir challenger un petit peu le cabaret sur ce côté un petit peu provoque, un petit peu plus commercial, un petit peu vraiment dénué de codes, tu vois, il y a plus de... En gros, tout est possible. Alors que le cabaret, il va y avoir ses codes de posture, ses codes d'angle, tu vas avoir ces choses aussi un petit peu plus traditionnelles qu'on va travailler avec les plumes, avec le French Cancan par exemple. Donc je pense que c'est vraiment des questions de posture et d'angle qui vont vraiment faire la différence. Et aussi peut-être le cabaret, en tout cas on le voit plus sur scène que le X. Je pense, ouais. Jusqu'à présent, on ne le voyait pas forcément. Complètement. Et même au final, Yanis Marshall, quand il a créé Cabaret Nu, c'est cabaret. Exactement. Pas Hills Nu. Exactement. Donc, parce que je pense qu'il va y avoir cette influence aussi de tout l'aspect jazz aussi dans le cabaret, dans la musicalité qui va être différente peut-être du Hills. En tout cas, je trouve que par exemple, tu vois, pour parler d'Yanis, il a vraiment fait la différence dans ce cabaret entre, pour le coup, il enseigne le Hills, mais je trouve que dans la manière dont il a chorégraphié le cabaret, on a vraiment vu la différence avec les tableaux de Hills qu'il a pu faire, les cours de Hills qu'il peut donner, les chorégraphies qu'il a pu faire. Moi, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une différence dans comment il a chorégraphié le cabaret nu, le type de musique qu'il a choisi aussi. Il y avait vraiment tout cet univers qui était plus de l'ordre du cabaret. Ok, donc en fait, on pourrait dire qu'il y a deux identités à Yanis Marshall. Il y a l'identité du Hills qu'il enseigne commercial en cours, en workshop, et ce cabaret où peut-être il est venu explorer d'autres facettes, non ? Après, je veux pas parler en son nom et je sais pas forcément, mais je pense qu'en effet, c'était une demande particulière aussi, tu vois. Est-ce que c'était pas une demande de la part du groupe du Casino Partouche d'avoir vraiment ce côté cabaret-là? Et du coup, lui, il a aussi, dans son parcours, tu vois, il a quand même un énorme parcours, une énorme formation, il a un parcours à l'international et je pense qu'il était à même de répondre
à ce type de projet aussi. Et c'est pour ça qu'on le lui a demandé, tu vois. Oui, oui. Je sais pas si c'était sa volonté personnelle ou si c'était la demande du contrat de base, en fait. Et qui répondait lui. Exactement, ça je sais pas. Ce serait intéressant de regarder. Ok. Moi, quand j'ai regardé les vidéos de son travail, ou du moins les vidéos que tu m'as envoyées, on perçoit évidemment beaucoup de beauté, beaucoup d'exigence aussi, et aussi notamment un gros travail de ligne. On en parlait depuis le début du podcast, on parle de ce travail des lignes. Est-ce que cette exigence de ligne, elle était omniprésente dans son travail et dans ce qu'il vous demandait au quotidien en vue de présenter les pièces? Ouais, de toute façon, je pense que l'exigence, c'est un mot qui définit bien ce que Yanis il va demander à ses danseurs, en fait. On sait que quand on va travailler pour quelqu'un comme ça, il faut être prêt mentalement, physiquement, parce que ça va être dur. Et moi, c'est ce que je cherchais. Je voulais ça, en fait. C'était vraiment ce qui m'attirait le plus dans le projet. Je pense que même encore plus de danser son spectacle, ce qui me faisait envie, c'était d'être enfermée dans un studio avec lui et de me nourrir de ses corrections, de ses exigences et de tout ça pendant plusieurs semaines. C'était vraiment ça que je voulais, en fait. C'était combien de semaines ? Les répétitions, si je dis pas de bêtises, c'était 5 semaines intensives sur Paris. Et après, il y a eu des semaines de mise en place avec la mise en scène, en fait, du spectacle sur place au casino, en fait. Et le jeu des lumières, certainement, exactement. aussi à faire sur place. Exactement. Comme un peu le Crazy Horse. Exactement, ouais. Est-ce que tu parlais justement d'être enfermé dans le studio pour avoir ses corrections, etc. Et qu'est-ce que tu as appris de lui que tu n'as pas appris avec les autres chorégraphes ? Je pense que j'ai réussi à passer un cap au niveau de l'interprétation et à pousser vraiment plus loin. En fait, c'est la première fois que j'ai dansé topless aussi. Et c'était convenu dès le départ, d'ailleurs. Et j'étais assez réticente à ça, pour ne pas dire très réticente. Et en fait, je me suis complètement découverte, libérée à travers ça. Et même dans des conversations que j'ai eues avec lui, des moments en off où il venait vers moi, il discutait parce qu'il voyait que ça bloquait à ce niveau-là. J'ai vraiment appris sur moi, en fait. Danser sur scène dénudée, c'est vraiment quelque chose de très différent. Et en fait, au niveau de l'interprétation, il y a rien de plus fort, en fait, parce qu'on est vraiment à nu, à proprement parler. Donc, il y a plus que ça qui se passe. Et si on veut amener à être regardé différemment de juste un corps qu'on peut potentiellement sexualiser ou regarder comme ça bêtement, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on veut dégager ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Qu'est-ce qu'on veut faire qu'on nous regarde différemment ? Et en fait, on est vraiment à nu. Donc, pour le coup, sans vouloir faire de jeu de mots avec, c'était, et je pense que ça a été un gros déclic. J'ai vraiment souvenir en répétition, quand on travaillait en studio, d'un moment, il y avait l'histoire du solo. Il y avait plusieurs solos dans le spectacle, notamment un que j'ai eu la chance de danser, du coup. Et ce solo-là, c'était sur Roxane, du coup, de George Michael. Et en fait, il a choisi des filles potentiellement pour danser solo, et on passait les unes après les autres. Et en fait, il disait, mais je me souviens avoir commencé à danser et qu'il arrête la musique et qu'il me dit, je sais pas ce que tu comprends pas, mais là, en fait, t'es en train de faire ma chorégraphie. D'accord? Ah oui. Mais moi, je veux te voir danser, je veux te voir incarner. Qu'est-ce que tu me racontes? On parle de l'histoire d'une prostituée. On est vraiment sur, qu'est-ce que tu... faudrait que je retrouve ces mots exacts. Parce que vraiment, ces mots, Ils t'ont marqué. Ouais. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, il y avait un truc que j'arrivais pas à lâcher. J'étais toujours dans quelque chose d'un peu contenu. Tu vois, j'avais peur de trop faire. Et en fait, quand il a arrêté la musique et qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que tu... Là, ça va pas, en fait. Je t'explique, t'es en train de faire mathématiquement, en gros. Tu danses, voilà. Tu exécutes, exactement. Je me demande même si c'était pas ces exacts... Souvent, j'ai l'impression que c'est la phrase qu'on dit, c'est tu exécutes, mais tu ne vis pas. Voilà. Je pense que ça se rapproche de ça, la phrase qu'il m'a dite. T'es en train d'exécuter ma chorégraphie. Moi, je veux voir pourquoi c'est toi qui vas danser ce solo plutôt que quelqu'un d'autre. Et ton interprétation. Exactement. Exactement. Et en fait, il y avait plusieurs manières de l'interpréter. On était plusieurs danseuses à l'avoir dansé en studio. Et c'était hyper intéressant de regarder ça aussi parce qu'il y en avait une qui avait un côté un petit peu plus sauvage. Il y en avait une qui avait potentiellement un peu plus de douceur. Une qui était peut-être un petit peu plus provoque. Et c'était hyper intéressant et hyper nourrissant de pouvoir regarder ça et de te dire, ah ben moi je le ressens plutôt comme ça. Ah ça, j'adore comment elle le fait. Et toi tu le ressens différemment. Et c'est vrai que ce jour-là,
je me rappelle avoir eu un déclic, quoi. Et je te parle pas de quand tu le danses sur scène, parce que là, c'est encore un autre truc, en effet. Mais quand il t'a dit ça, tu l'as pris comment? Est-ce que tu t'es sentie, ça va être très extrême ce que je veux dire, mais est-ce que tu t'es sentie agressée en mode oula, c'est une attaque qu'il est en train de me faire, c'est difficile de l'entendre, ou est-ce que ok, je sais que ça va m'aider pour libérer mon interprétation? Bah, je pense que c'est jamais facile d'avoir ce genre de choses, surtout qu'on est confronté, critique, ouais. Voilà, exactement, on est devant tous les autres danseurs, tu vois, tu commences à faire le truc, on arrête la musique et tout, donc c'est sûr que ça vient taper dans l'ego, mais d'un autre côté, comme je te disais, quand tu vas travailler pour ces personnes-là, tu sais à quoi tu vas être confronté. Que ce soit à l'audition, que ce soit en répétition, que ce soit quand tu vas répéter sur scène et qu'il y a le stress qui va commencer à monter. Donc t'es prêt, en fait. T'es prêt à ça, et j'allais chercher ça. J'étais consciente que ça allait me bousculer, et je le voulais. Donc même si sur le coup, je me rappelle plus comment je l'ai pris sur le coup, mais je pense pas l'avoir mal pris. Je pense juste que je me suis dit, ok, je sais qu'il a raison. Maintenant, comment je fais pour répondre à sa demande et pour lui montrer que je suis capable et que si je suis là et s'il m'a choisi, c'est parce que j'ai de quoi, j'ai les ressources, tu vois. Ouais. Fallait juste qu'elle sorte, en fait. Et ça a été facile ou pas parce que j'imagine qu'en plus c'est sur l'instant T qui te demande là de sortir de cette difficulté à interpréter. Je pense pas que facile ce soit le mot. Mais je pense que c'est venu assez spontanément, comme je te dis, j'ai eu un déclic, en fait, dans la façon dont il m'a fait la correction, l'échange qu'on a eu, et après on a eu aussi beaucoup d'échanges en dehors, forcément en dehors des répétitions où t'en parles, tu discutes et tout. J'ai eu un vrai déclic dans les conversations que j'ai eues avec lui aussi, et j'ai souvenir que je me suis dit bon allez, enfin en gros vas-y, en fait. Et c'est aussi quelque part, c'est aussi un peu allégeant et c'est thérapeutique, en fait, tu vois, parce que je pense que pour le coup, j'osais pas aller où j'étais capable d'aller. Mais en fait, qu'est-ce que tu vas perdre? T'as peur de quoi? T'as peur de qui? T'as peur de, tu vois? Et c'était vraiment je suis allée ressentir des trucs qui m'ont fait un bien fou, moi aussi, en tant que femme, tu vois, de me dire que j'étais possible d'aller jusque là. Enfin, en tout cas, de ressentir ça. Parce qu'en fait, tu sais pas ce que tu vas transmettre, potentiellement, mais ce que moi, ça m'a fait ressentir, c'était très libérateur. Je pense que il y avait la chorégraphie, cette chorégraphie m'a toujours, c'est une chorégraphie que j'avais eu la chance de travailler avec lui en stage déjà, la première fois où j'ai pris un stage avec lui, ou le deuxième stage que j'avais fait avec lui. Et vraiment de voir l'avant-après aussi, tu vois. Donc, tu veux dire que c'était la même? La base de la chorégraphie, elle était la même. Après, il a fait énormément de modifications pour parce qu'en fait, il en a fait un solo et c'est pas le même travail qu'une chorégraphie que tu vas présenter dans un cours. Bien sûr, ouais. Mais je l'ai dansé en 2020, si je dis pas de bêtises, et je l'ai dansé sur scène en 2024, tu vois. Ouais. Et je sais que cette choré m'a toujours énormément parlé. Je la trouvais très classe, beaucoup de la musicalité, beaucoup de douceur. Il y avait quelque chose, je sais pas. J'ai toujours eu un truc dans cette chorégraphie où je me suis dit waouh, je crois que c'est la chorégraphie qui m'a le plus touchée de toutes les chorégraphies que j'ai pu danser, en tout cas en talon. Et j'allais te demander justement, tu vois, et il y a certainement une différence notable entre un workshop et la scène, mais effectivement, vu que tu as déjà pris cours avec lui, on te demande, enfin, il vous demande d'interpréter. Ou est-ce que tu penses que dans les workshops, c'est vraiment axé purement technique et finalement l'interprétation, elle est mise un petit peu de côté? Comment tu l'as ressenti vu que tu as déjà pris cours avec lui? En fait, je pense que c'est jamais que de la technique. Si tu veux te faire repérer, si tu veux travailler dans ce milieu-là, il y a beaucoup c'est une question de gueule, de culot, de qu'est-ce que tu vas faire de plus que les autres, c'est terrible, mais c'est un petit peu ça. Pourquoi toi, en fait? Pourquoi toi et pas tous les autres, puisque des gens doués, il y en a des dizaines, des centaines. Donc je pense qu'il y a toujours cet aspect-là de l'interprétation, de ce que tu vas dégager, mais je pense que quand tu le travailles dans le cadre d'un contrat, l'exigence, en effet, tu passes un cap. Je pense qu'en stage ou en workshop, il va te voir, par exemple, si ton visage va lui parler ou il va voir quelque chose chez toi, il va te corriger. Mais après, si tu prends en compte ou pas, c'est plus son problème, tu vois. Lui, il a fait son truc, il a donné sa correction. Alors que quand ça va être l'histoire de
Lui, c'est le chorégraphe, t'es son danseur, et tu vas représenter son travail sur scène. Là, c'est plus la même exigence. Bien sûr, ah ouais. Et pour revenir sur la réponse que tu as apportée sur qu'est-ce qui t'a appris de plus que ce que tu n'avais pas appris chez les autres, je trouve ça hyper intéressant parce que t'as pas forcément parlé, tu vois, de la technique. Mais j'aurais pas pensé, tu vois, que tu me parles finalement de comment tu as grandi humainement en tant que femme et comment ça a pu libérer en fait des choses. C'est exactement et je trouve ça génial. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres danseurs et danseuses de la compagnie qui partagent ce point de vue-là ou tu sais pas, c'est très personnel et vous en avez Je pense que c'est un sentiment très personnel. Je sais pas trop ce que les autres ont pu ressentir à ce niveau-là. Est-ce que les autres étaient... Tu vois, on avait tous un parcours aussi très différent, on avait tous des profils très différents. J'étais la plus âgée sur le contrat, donc je pense qu'il y avait aussi ce truc-là de... J'en étais moi à ce stade-là de mon parcours. Et ça m'a apporté ça à moi. Je sais pas au niveau des autres. Mais c'est vrai que évidemment que la technique aussi, tu vois, évidemment c'est quelque chose que je retiens aussi de cette expérience, parce que la précision en fait, parce que l'exigence, donc évidemment que c'est là, mais si je dois en retenir une chose, je te dis c'est vraiment à ce niveau-là, et c'est même pour le dire plus globalement, je dirais que grâce à lui j'ai compris le pouvoir que je pouvais avoir en fait, au niveau de l'interprétation. Et j'ai compris la puissance aussi qu'on pouvait ressentir en dansant dénudé, alors que je le voyais autrement en fait. Moi je le voyais comme une... C'est pas le bon mot, mais je le voyais pas comme une forme de faiblesse, mais je me disais pourquoi on a besoin d'être dénudé pour performer ou pour transmettre. Et en fait, maintenant je le vois dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça vient t'apporter en plus à toi, dans ta danse, dans ton interprétation? Parce qu'en fait c'est ça pour moi que ça vient apporter, tu vois. Et je me souviens d'une autre fois où il y avait cette histoire de... On était en train de faire la mise en scène. Ça me fait rire de repenser à ça parce que je revois le truc. On était en train de faire la mise en scène d'un tableau et c'était pas prévu que ce tableau soit topless. Et en fait, à force de voir le spectacle, il a dit pour moi, ça manque de topless, il va falloir que sur 2-3 tableaux, j'en rajoute parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, oh non. J'étais prête pour le solo, parce que pour moi, c'était un solo, donc c'était déjà tellement une chance de pouvoir danser un solo de Yanis Marshall sur scène, que je me suis dit, peu importe ce qu'il me demande, très sincèrement, je suis prête, je le ferai. Mais là, c'était autre chose, tu vois. C'était pas prévu, et du coup, c'est venu me bousculer, et il l'a vu, parce que voilà, moi, j'ai quand même un visage, je pense que tu le vois, assez expressif. J'ai une communication non verbale assez forte, et en fait, ça, c'est venu me bousculer. Vraiment, c'est venu me bousculer. Et ça a sorti un truc en moi. J'étais là, oh non, j'ai pas envie. Oh, mais pourquoi? Et du coup, j'espérais presque pas être sur ce tableau, alors que c'était limite mon tableau préféré. Enfin, bon, bref, c'était n'importe quoi. Et il a dit, là, à la fin, du coup, vous allez enlever le haut, et puis voilà, j'ai besoin de le voir. Du coup, tester, puis je sais plus, on se retrouve à tester. Et il a vu que que c'était difficile pour moi. Et on l'a fait. Et je me souviens de la fin du tableau, il arrête la musique et il dit, tu vois Lisa, je comprends pas. Il dit, j'ai vu ton visage se fermer quand j'ai parlé de ça. Il me dit, je vois que tu bloques. Il me dit, mais quand t'as enlevé ton haut, t'étais démente. Il me dit, je t'ai jamais vu, t'as lâché un truc en fait. Et il me dit, donc je comprends pas pourquoi tu bloques alors que ton corps et ton interprétation en disent le contraire. Et je me suis retrouvée vraiment, et je lui ai dit, je suis d'accord. Je l'ai senti. Je sais pas pourquoi. Au fond de moi, ça bloque, mais quand je le fais, mais parce que ça reste une barrière physique. Enfin, malgré tout, ça reste de l'intimité. Peut-être, mais pourtant, je suis pas particulièrement pudique. Tu vois, pas plus que quelqu'un d'autre dans ma vie. Donc c'était surprenant pour moi. Je pense que c'est juste que c'était tellement inconnu. Et plein d'idées, en fait, encore une fois, quand t'as pas vécu la chose et que tu t'en as pas fait l'expérience, tu peux pas être à même de dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Fais-le, vis-le, et après t'en discuteras. Et en l'occurrence, je suis là aujourd'hui. Voilà. Tu disais que t'étais la plus vieille, justement. Plus vieille, la plus âgée, j'ai dit. La plus âgée. De combien d'écart, tu sais?
J'avais pas tant d'écart avec les autres. Il y en avait un ou deux avec qui j'avais 1 ou 2 ans d'écart. Ok. Mais il y avait des danseurs qui étaient quand même beaucoup plus jeunes, tu vois, qui avaient 21, 22. Ah oui, ok. Et qu'est-ce que tu penses que tu avais de plus par rapport à eux? La maturité, justement? Les expériences? Alors, je pense pas que j'avais quelque chose de plus qu'eux, mais je pense que la raison pour laquelle il m'a choisi dans ce contrat, c'était cette maturité, c'était cette expérience qu'il a ressentie et qu'il a eu envie d'approfondir. J'étais prête, en fait. J'étais prête pour ce contrat et... Tu l'attendais? Ouais, je l'attendais, exactement. Même, je sais qu'il me l'a dit une fois il savait que j'avais pas besoin d'être là, entre guillemets, et que c'était en fait, j'ai fait ce choix-là, mais c'était parce que j'avais vraiment envie d'être confrontée à ce travail-là, mais j'avais pas besoin de cacher comme un danseur pourrait. Tu sais, parfois, on peut postuler à une audition parce que voilà, on a besoin de dates et on doit remplir nos heures pour notre dossier. Et pour le coup, moi, ça a demandé une vraie organisation et c'était une vraie contrainte, entre guillemets, pour moi, de m'organiser au niveau des écoles pour lesquelles je travaillais, d'aller faire les déplacements. J'ai dû me trouver un logement sur Paris. Tu vois, ça demandait beaucoup d'aménagement et ça, il le savait, il en avait conscience. Et il m'a dit, je sais ça, et du coup, je sais que t'es là pour, vraiment pour ça, pour quelque chose, tu vois. Mais est-ce que vraiment les autres danseurs étaient là juste pour, comme tu dis, voilà. Non, je pense qu'aucun. Encore une fois, je peux pas parler au nom des autres, mais je pense qu'aucun n'est venu sur ce type de contrat pour faire ses cachets. Non. Oui, complètement. Et je voulais te dire, il y a une vidéo que tu m'as envoyée, c'est un tableau, moi qui m'a particulièrement marqué, que j'ai trouvé très 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 beau. Je sais pas si tu penses savoir de quel tableau je parle. Vous êtes 3 sur scène, il y a 2 danseurs, une danseuse au centre devant, et c'est toi, la danseuse au centre devant. Est-ce que tu peux nous le raconter un peu, ce tableau, comment il l'a créé, comment il vous l'a communiqué, et qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi? Je pense que c'est Need You Tonight. Aucune et idée. C'était la chorégraphie qu'on a apprise à l'audition. La première chorégraphie, celle avant le callback. La toute première. Et dès qu'on a appris cette choré, je me suis dit, waouh, il va falloir que je sois prise parce que j'ai envie de faire ça. Il a tout de suite dit que c'était un des tableaux qui allait être présent dans le spectacle. Et j'ai adoré, comme d'habitude. De toute façon, j'ai toujours adoré ces chorégraphies. Mais c'était un tableau qui était prévu initialement que pour les garçons dans le spectacle. Et en fait, après, il y a eu pas mal de mouvements, il y a eu pas mal d'aménagements au niveau du spectacle, et ça a tourné, on a appris d'autres tableaux, il y a eu des changements, et du coup, vu que j'ai été là ce jour-là, c'est moi qui l'ai dansé, je l'ai dansé pas forcément à chaque spectacle. Exactement. Est-ce qu'il vous faisait part, justement, tu vois, du pourquoi ce tableau Je pense qu'il y en a certains plus que d'autres. Typiquement, le solo de Roxane, vraiment, il nous a vraiment briefé sur... on va dire vraiment ce qu'il voulait transmettre, mais celui-là, j'ai pas souvenir d'une histoire particulière. Je pense que c'est juste une musicalité qu'il avait envie de donner. Je pense que c'était quelque chose qui lui parlait, cette musique, et il a eu une vision sur ce tableau, mais j'ai pas... T'as pas plus. Non. Qu'est-ce que tu peux dire globalement? Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu en ressors grandi, en fait, de cette expérience? Parce que j'ai l'impression vraiment que ça t'a... tu l'as dit, ça t'a permis de développer beaucoup de choses, ta féminité, ta puissance, et finalement de libérer aussi des choses en toi que tu ne pensais pas possibles. Ouais, complètement. Je pense que ça m'a permis de me valoriser beaucoup sur mes compétences, sur mes capacités, parce que voilà, une fois qu'on a eu la reconnaissance de quelqu'un comme lui, c'est vrai que c'est quand même très valorisant, et je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose quelque chose de gros, tu vois. J'avais vraiment envie de ça, et je pense que c'était aussi très enrichissant de me dire, voilà, après toute cette expérience que j'ai vécue dans le Sud pendant 7 ans avec majoritairement la compagnie Corps et Danse et aussi avec d'autres compagnies, de me dire aujourd'hui je reconstruis vraiment un truc tout nouveau qui n'a rien à voir avec tout ce réseau que j'avais dans le sud de la France, et d'être allée me confronter à vraiment ça m'a permis d'évoluer beaucoup. Je pense que c'est aussi beaucoup de choses que je vais pouvoir transmettre aussi à mes élèves dans ces expériences. Mais je pense beaucoup que c'est plus sur la valorisation, excuse-moi, de moi, en fait, en tant que danseuse, de me valoriser, de me considérer à ma juste valeur.
c'est quelque chose que j'ai pas pour habitude de faire. Donc ça fait du bien en fait de se dire bah voilà, on a coché cette case, je rêvais de travailler pour lui et ça a été fait. Et maintenant et ça te permet aussi de te rendre compte, parce que tu vois, je l'ai fait à un moment où je trouvais que j'étais un petit peu dans une routine dans mon travail, ça me plaisait pas, vu que j'ai toujours eu des expériences différentes tout le temps, j'allais faire des choses nouvelles tout le temps, et là j'étais un petit peu tombée dans ce truc de allez, je donne mes cours le lundi, le mardi, tu vois, et qu'est-ce que je vais vivre d'un peu excitant, tu vois. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement, quand j'avais l'impression que ça me manquait, ça m'a aussi reconfronté à toutes les conditions qui vont avec, en fait, tu vois. Toutes ces difficultés de, voilà, on fait que ça, c'est tous des déplacements, on peut plus profiter de sa vie perso, parce qu'en fait, on est en train de faire des sacrifices sur le plan personnel pour s'épanouir sur le plan professionnel. Et du coup, ça m'a aussi rappelé si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, parce que je regrette rien dans cette expérience. Mais j'ai pris conscience aussi de la chance que j'avais dans mon quotidien, dans le travail que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et du coup, de revenir, quand t'es revenue, t'étais contente de retrouver ton quotidien de prof. Ouais, parce que déjà, routinier. j'avais mes élèves, elles étaient toutes fières, elles étaient toutes excitées que je raconte un petit peu mon parcours dans cette aventure-là, et puis de leur retransmettre plein de choses. J'ai senti que ça m'a nourri en fait dans plein de domaines. Donc c'est vrai que dans les chorégraphies que j'ai créées derrière, dans la musicalité, j'ai des élèves qui m'ont dit on voit la différence. Il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, comme à chaque fois que tu vas te nourrir d'un truc, forcément le reste ça va en découler, ouais. Totalement. Et est-ce que, étant donné que Yanis Marshall est extrêmement exigeant, tu le disais, est-ce que tu as l'impression que de retour dans tes cours, tu étais toi à ton tour plus exigeante avec tes élèves? Je dirais plutôt l'inverse. C'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Et en fait, je me suis retrouvée de nouveau dans l'autre position. Cette position où du coup t'es le danseur et tu dois écouter les corrections et tu dois, entre guillemets, subir. Peu importe ce que le chorégraphe va dire, tu dois faire avec. Subir, c'était pas le bon mot, mais tu m'as comprise. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, je viens d'avoir cette posture-là, donc je me rends un petit peu plus compte. Et en fait, surtout que je travaille avec des amateurs. Donc en fait, on peut quand même pas comparer. C'est pas la même exigence. Donc ça m'a peut-être permis de retrouver un petit peu de légèreté je parle surtout pour les préparations de spectacle, tu vois. De me dire, bon, ok, l'enjeu c'est ça, mais là on est quand même dans une école amateur. Donc essayer de retrouver un petit peu de légèreté dans la pédagogie, on va dire. Oui. Mais par contre, j'ai quand même des exigences. J'essaye juste de les amener justement dans le rôle que j'ai de prof aujourd'hui, tu vois. C'est sûr que si à terme je travaillais avec des pros, je pense que ce serait différent, parce que forcément t'es dans un autre enjeu. Et d'ailleurs j'aimerais trop développer ça à l'avenir et pouvoir un jour avoir ce rôle-là. Et est-ce que du coup tu as des élèves qui, grâce à ton expérience, ont eu envie de faire du Heels? Parce que est-ce que t'enseignais le Heels? Oui, j'enseignais déjà le Heels. Donc je pense que ça a amené certaines personnes à venir dans mes cours, peut-être, je sais pas. J'ai pas la réponse exacte, parce que forcément, il y a eu quand même un petit peu d'images qui sont sorties, même si pas beaucoup, parce que vu que c'est beaucoup dénudé, c'est pas évident de ressortir des images pour pouvoir les publier sur les réseaux. Mais en tout cas, ça c'est su, et je pense que potentiellement il y a des personnes qui ont pu rejoindre mes cours pour ça, mais je sais pas exactement. Et t'as des élèves qui viennent, comme tu dis, maintenant à tes cours, avec cette volonté de retrouver cette patte Yanis Marshall. Exactement. Puisque Yanis Marshall donne des workshops partout, oui, mais c'est pas évident aussi de suivre des cours de Yanis Marshall. Moi, j'y suis jamais allée personnellement, mais j'imagine que tu dois avoir un peu la pression avant d'aller à son cours, te dire à quel sol je vais être mangée. Donc si je vais voir Lisa, peut-être qu'elle sera effectivement plus gentille, je sais pas, j'ai pas les mots. Mais en tout cas, il y aura cette patte Yanis Marshall dans c'est vrai que forcément les expériences que tu vis, elles vont te nourrir dans et forcément il y a une influence quand on a pris beaucoup de cours, mais même si on n'a pas travaillé avec tel ou tel chorégraphe, si on adore quelqu'un et qu'on prend 50 cours avec lui, forcément dans la gestuelle il va y avoir après une influence et quelque chose qu'on va potentiellement pouvoir retravailler d'une manière ou d'une autre. Donc oui, je pense qu'en effet c'est un peu le cas. Avant de terminer ce podcast,
j'avais envie de te poser des questions qui sont plus liées, tu sais, au mindset, émotionnellement parlant. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles, que ce soit dans cette expérience avec Yanis Marshall ou même d'autres où tu t'es remise en question, ou ouais, t'as eu des moments un peu plus difficiles, que ce soit émotionnellement et même physiquement avec des blessures, etc. Oui, il y a eu des moments un peu plus difficiles où en fait, quand on est intermittent, on a peur de perdre sa place, que ce soit au sein de la compagnie et aussi au niveau de son statut, parce que si on fait pas ses heures, forcément, on renouvelle pas son dossier, donc on perd la sécurité de l'emploi. Et ça, c'est sûr que c'est des trucs qui ont été présents à certains moments. Oui. Et ça a impacté? Tu sentais que ça pouvait t'impacter émotionnellement? Oui, c'est sûr que ça te met dans une insécurité, en fait. Et je pense que ça, comme on disait tout à l'heure, pour rejoindre quand tu me disais que c'était sage d'aller aussi vers quelque chose de plus sécurisant et tout ça, je pense que c'est ces expériences-là qui font que quand tu te retrouves dans ces positions, derrière, tu vas dire qu'est-ce que je peux moi mettre en place pour éviter de ressentir ça à nouveau, en fait. Oui. Ouais, oui. Tu me disais tout à l'heure que tu avais eu plein d'expériences, et effectivement, même en off, tu m'avais dit que tu avais aussi dansé pour des maisons de retraite, à l'hôpital, et d'autres choses que tu vas nous raconter. Est-ce que l'énergie de l'endroit va t'amener à danser de la même manière ou pas? Non, jamais. C'est ça qui est hyper intéressant quand je trouve on n'est pas dans un contrat fixe et quand on est dans des compagnies itinérantes, parce que quand tu vas te produire dans un dîner-spectacle, dans un casino, tu vas pas avoir la même interprétation et la même manière d'être que quand tu vas avoir des gens malades dans un CHU ou quoi, comme on a pu le faire. Et ça ajoute aussi un côté hyper touchant dans ce boulot où il y a une forme de... à notre manière, évidemment, parce qu'on n'est pas des médecins et qu'on peut pas faire guérir les gens de manière miraculeuse. T'as ce truc où t'es dans un moment d'échange, de partage, et il y a un côté très touchant quand tu vas voir des gens qui sont soit âgés, soit en difficulté, soit même, sans parler de ces contrats-là, dans d'autres choses. J'ai été cheerleader pendant plusieurs années. C'est aussi pas la même interprétation que quand on est dans un spectacle de cabaret. Bien sûr. Ouais. Donc c'est hyper intéressant, parce que ça nourrit vraiment différemment, en fait. Chaque expérience t'apporte quelque chose de différent. Et est-ce que tu veux nous raconter une expérience plus ou moins marquante, par exemple une des expériences dans un endroit comme l'hôpital, tu vois? Est-ce que t'as retenu quelque chose en particulier de ces expériences-là, ou est-ce que c'était trop ponctuel pour être marquant? C'était marquant, même s'il y en a pas eu énormément, il y en a eu que quelques-unes, mais c'est des moments un petit peu où t'es vraiment plus dans l'humain, en fait, et t'as l'impression de faire un autre job. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime aussi. Déjà, j'aime sortir de la routine, comme je te disais, et j'aime m'enrichir à différents niveaux si j'en ai la possibilité. Et c'est vrai que c'était des moments où, humainement, t'es dans quelque chose d'assez émouvant, parce que il y a des fois où tu vas rentrer dans une chambre, parce que typiquement, on circulait dans des chambres, par exemple, pour les personnes âgées, et typiquement, tu vas rentrer dans une chambre et tu vas avoir quelqu'un de très... ouvert au niveau des yeux, et tu vois que tu viens amener plein de bonheur, et du coup c'est assez facile, on va dire. Et de l'autre côté, derrière, tu vas ouvrir une porte de chambre et tu vas avoir affaire à quelqu'un qui est enfermé dans sa douleur, qui est pas à même de dégager la moindre expressivité parce que c'est trop difficile. Et du coup, comment tu t'adaptes, comment tu le joues, parce que tu vas pas arriver comme une imbécile avec le sourire aux lèvres alors que la personne elle est en train d'agoniser de douleur. Donc c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Oui, ça doit être très touchant, effectivement. Est-ce qu'il y avait au-delà de la danse, il y avait des moments simplement d'échange avec aussi ces personnes-là? C'est même plus des moments d'échange que de la danse. Je dirais que c'est plus de la déambulation, tu vois, où t'es bien sûr dans un costume, t'es en train un petit peu de bouger, mais t'es pas en train d'exécuter une chorégraphie vraiment de A à Z. Et tu t'adaptes suivant les profils que tu vas avoir, et en effet, il y a des gens à qui on va prendre la main, on va avoir un regard un petit peu, tu vois, on essaye de faire passer un message à travers le regard, un sourire, un geste. C'était plus ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était émouvant ces moments-là. Je me souviens, et je me souviens avoir dit à mes employeurs que j'avais adoré, et que s'il y avait la possibilité de faire plus, c'était quelque chose que j'aimais faire. Ça se fait beaucoup?
Je sais pas, je pense pas que ça se fasse beaucoup. Ouais. Je pense que là, c'est un contact qu'ils avaient dû avoir et que ça s'était fait comme ça. Je suis pas sûre que ça se fasse beaucoup. Je pense que ça se fait plus avec des célébrités, ce genre de choses, quand ils vont voir les enfants malades ou tu vois. Ah, oui. Mais c'est vrai que j'y ai jamais pensé trop en soi, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à développer aussi parce que tu vas faire du bien aux gens différemment en fait. Ouais. Oui, moi ça me rappelle, j'avais été en EMS le temps d'une intervention, voilà, une mission de danse. Et comme tu dis, effectivement, il y a l'échange qui est vraiment important et certainement que toi aussi, ces personnes-là, ça leur rappelle aussi leur jeunesse. Exactement. Et la danse, c'est quelque chose finalement que beaucoup ont fait. Et ça leur rappelle des souvenirs. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un vrai lien qui se construit pendant ce genre d'expérience en fait. Et comme tu dis, au-delà d'une expérience professionnelle, c'est aussi une expérience très certainement humaine en fait. Où ça te fait aussi relativiser sur toi, sur la vie. Et à ce moment-là, le côté latino, il ressortait beaucoup parce qu'en fait, on était dans quelque chose de, comme je te disais, très chaleureux, très festif. Et du coup, ce type de danse, ça s'y prête énormément. En fait, t'es dans de la joie. C'est vrai que c'est quelque chose de chouette à faire. Comment se passe la suite pour toi? Et quelle ambition aussi tu as pour la suite? Professionnelle ou personnelle? Bah, les deux, comme tu veux, ce que tu as envie de dire. Bah écoute, pour l'instant, je suis dans l'enseignement pleinement. Et c'est vrai que je cherche à me nourrir d'autres expériences. Pourquoi pas essayer de chorégraphier un petit peu professionnellement si j'en ai l'opportunité. À voir comment ça se développe. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien pousser un petit peu. Parce que je trouve que ça serait chouette de pouvoir avoir aussi un peu plus d'exigence et d'attente et de vraiment professionnaliser un petit peu le travail qu'on peut faire sur des spectacles avec les élèves. Tes élèves, c'est quoi? C'est des enfants? J'ai un petit peu de tout. J'ai à partir de 9 ans jusqu'à facilement 60 ans, je dirais. Ok. Et donc, t'enseignes le Hills, le jazz, le cabaret et le street jazz. Ok. Et t'enseignes sur Genève et Annecy? Non, uniquement sur Genève. Uniquement sur Genève. Je fais des stages de temps en temps sur Annecy, mais mes cours réguliers, ils sont sur Genève. Ok. Trop bien. Dernière question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi un danseur performant sur le long terme? Ça dépend de la définition de la performance. Est-ce qu'on parle d'être performant dans sa danse ou est-ce qu'on parle d'être performant dans sa tête? Ta définition à toi. Je dirais qu'un danseur performant sur le long terme, c'est un danseur qui va se renouveler sans cesse au niveau du vocabulaire, qui va toujours chercher à s'ouvrir, et même si c'est pas dans des contrats professionnels, dans des stages, dans des expériences, dans des workshops. Et je pense que c'est aussi d'avoir pas mal d'humilité pour se remettre en question et toujours se renouveler. Ça rejoint aussi un petit peu le côté se diversifier dans les stages et tout ça. Et rester solide techniquement pour ne pas se blesser et préserver son corps, je dirais. Hyper chouette comme réponse. Merci. Merci à toi. Et ben, on a terminé ce podcast. Est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose à dire, je sais pas, ou des ressources que tu veux partager? Bah non, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment agréable de passer ce moment avec toi. C'est aussi un travail intéressant d'aller discuter de tout ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. On a l'habitude de s'exprimer à travers notre corps et pas différemment, donc c'est chouette. Et aussi non, je dirais peut-être juste pour ceux qui veulent être danseurs, je trouve que c'est important de savoir s'entourer correctement dès le début, que ce soit d'être entouré par des proches qui vont nous soutenir, etc., mais aussi par des profs ou des professionnels qui vont pouvoir nous conseiller et nous dire, entre guillemets, quoi faire, qu'est-ce qui est important. Tu vois, on parlait tout à l'heure du classique, par exemple. Et vraiment, c'est des choses qui peuvent intervenir très tôt et qui peuvent changer le destin, entre guillemets, de certaines personnes. Parce que si on a 12 ans et qu'on sait déjà qu'on veut se professionnaliser, mais qu'on n'a pas fait de classique, bah, typiquement, moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de conseils, un peu plus jeune. Et je pense que c'est hyper important. Et ça permet effectivement de se développer aussi sainement. Ouais. Et parce que oui, le monde de la danse, c'est pas non plus le monde des bisounours. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est juste d'avoir conscience que c'est beau, mais que ça demande aussi des sacrifices, et qu'il faut être prêt à ça et savoir qu'on va être confronté à ce type de choses-là. Ouais.
Merci beaucoup Lisa, c'était Merci. un plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.